And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Au début du XXe siècle, la rencontre d'une patiente et d'un médecin a permis de mettre en lumière les premiers éléments qui allaient bouleverser ce qui était imaginé autour des maladies. La tête dans le cerveau. Bertha Elschker est née le 8 décembre 1890 dans le petit village de Chezów-Sudecki, dans l'actuelle Pologne. Elle est la dernière née d'une fratrie de 5 enfants et les premières années de sa vie ne se passent vraisemblablement pas dans les meilleures conditions car elle est placée autour de son 9e anniversaire dans l'orphelinat de Copernic. Elle y restera jusqu'à ses 16 ans pour ensuite rejoindre le couvent du Bon Pasteur dans la grande ville de Wrocław. De caractère enfantin et obstiné, elle est assez vive. Mais passé 1910, au début de sa vingtaine, pour elle, les vrais problèmes commencent. De fin juin à début août 1912, Bertha est hospitalisée dans la clinique dermatologique de Wrocław. Une dermatite exfoliative est alors diagnostiquée. En d'autres mots, en plus d'être rouge, la peau de certaines parties de son corps pèle. À cette occasion, et sans semble-t-il qu'un réel lien existe entre les deux, un certain nombre de problèmes dans ses mouvements, spasmes, tremblements, raideurs, sont alors observés. Si progressivement, ces deux types de problèmes semblent, au moins en partie, rentrer dans l'ordre, en mai 1913, les problèmes de mouvement de Bertha se manifestent de nouveau, et ceci de manière bien plus importante, perturbant grandement sa capacité à marcher. Mais plus que ces problèmes moteurs, des altérations cognitives sont également constatées, entraînant un changement de son comportement, de son alimentation et de sa toilette. Et plus le temps passe, plus Bertha est agitée, confuse et incohérente. Le 20 juin 1913, Bertha, incapable de se tenir debout sans soutien, prise de nombreux problèmes moteurs, neurologiques et cognitifs, est hospitalisée à la clinique universitaire des maladies nerveuses de Wrocław. Dans les jours qui suivent, il semble parfois y avoir du mieux et parfois y avoir du moins bien. Ces différents symptômes fluctuent, sans toutefois totalement disparaître. À la mi-juillet, son état se détériore progressivement sur tous les plans. Les quelques petits moments de mieux laissent la place à des périodes de moins bien ou d'encore pire. Ces différents symptômes sont bien présents et ne semblent plus vraiment s'atténuer, même temporairement. Le 6 août, ce qui semble être une crise d'épilepsie survient, puis une seconde dans la soirée. Par la suite, Bertha n'est comme plus là. Ce qui pourrait s'apparenter à de nouvelles crises se succéderont dans les jours suivants. Ceci jusqu'au 11 août, où lors d'une ultime de ces crises, Bertha décède.
Durant tout le temps de son hospitalisation au sein de la clinique universitaire des maladies nerveuses de Wrocław, Berta a été suivie par Hans Gerhard, un jeune médecin qui s'est vu proposer de suivre cette patiente par le directeur de la clinique universitaire, lui aussi également médecin, Alois Alzheimer, qui, il y a seulement quelques années, avait suivi le cas d'une patiente singulière lui permettant de mettre en évidence une toute nouvelle maladie. Étudiant méthodiquement les manifestations cliniques de Berta avant son décès et méticuleusement les altérations microscopiques de son cerveau après sa mort, Hans Gerhard va faire de nombreuses observations. Il observe notamment une perte assez sélective et spécifique des neurones et une prolifération, une hypertrophie de certaines cellules gliales. Convaincu d'être face à la manifestation d'un nouveau syndrome pouvant toucher le cerveau qui pourrait avoir des causes diverses, Hans Gerhard obtient d'Alois Alzheimer l'autorisation de publier ses différentes observations sur le cas de Berta. Mais en 1914, la Première Guerre mondiale éclate et le jeune médecin est appelé à défendre son pays. Il faudra attendre 1920 pour que Hans Gerhard finisse par publier l'étude exhaustive du cas de Berta Elschker, publication qui fut suivie quelques mois plus tard par d'autres publications d'un autre médecin ayant lui aussi travaillé sous la direction de Alois Alzheimer, Alphonse Maria, qui rapporte les cas d'autres patients ayant à la fois des points communs et des dissemblances avec le cas de Berta. Ces nouvelles observations renforcent l'idée d'être bien face à la manifestation d'un nouveau syndrome pouvant toucher le cerveau non encore réellement identifié. Un syndrome qui, à la vue de la diversité des profils des patients décrits, pourrait effectivement avoir des causes diverses. Mais plus que confirmer les conclusions de Hans Gerhard, les travaux de Alphonse Maria mettent en évidence la présence d'une altération bien spécifique du tissu cérébral chez l'un de ces patients. Une altération non décrite par Hans Gerhard. Une altération qui laisse voir des trous au milieu du tissu cérébral. Des trous comme ceux que l'on peut observer dans une éponge. Après un certain nombre d'échanges et de débats assez acharnés au sein de la communauté médicale et scientifique, un autre médecin, Walter Spielmeyer, vraisemblablement pas pour la plus altruiste des raisons, nomma ce nouveau syndrome touchant le cerveau, ayant des causes diverses, du nom combiné des deux médecins à l'origine de sa caractérisation, Hans Gerhard Creutzfeldt et Alphonse Maria Jacob. Ainsi nommée, la maladie de Creutzfeldt-Jacob permit, en un sens, de mettre en lumière ce nouveau syndrome tout en créditant les médecins Creutzfeldt et Jacob l'ayant caractérisé. Mais en l'affublant du terme enfermant et assez réducteur de maladie, l'idée d'une entité unique, bien délimitée, allant par certains aspects à l'encontre des observations des deux médecins, s'est, pour un certain temps, malheureusement, imposée. Il faudra attendre d'autres patients, d'autres médecins et d'autres études pour mettre en évidence que la maladie de Creutzfeldt-Jacob n'est qu'un représentant d'une nouvelle forme de maladie. Une maladie aux causes diverses et n'impliquant assez extraordinairement aucun des agents pathogènes alors déjà identifiés. Le responsable n'est ni une bactérie, ni un virus, ni un champignon ou un parasite.
Le responsable n'est autre qu'une simple protéine. Une protéine nommée prion, présente chez de très nombreuses espèces, dont la nôtre. Une protéine exprimée dans de très nombreuses cellules de notre organisme, dont les neurones. Une protéine qui, habituellement, a une forme bien spécifique, mais qui, pour diverses causes, peut se retrouver à adopter une nouvelle forme. Une protéine avec une nouvelle forme qui, lorsqu'elle est au contact des protéines prions à la forme normale, va d'une certaine manière les contaminer, les forçant ainsi à adopter cette nouvelle forme. Ces protéines prions à la nouvelle forme devenant alors de plus en plus nombreuses dans les neurones où elles s'accumulent, participant à la mort de ceux-ci. Ces protéines prions à la nouvelle forme qui ont également la capacité de pouvoir passer d'un neurone à un autre, se propageant donc assez massivement. Ainsi, au début du XXe siècle, la rencontre d'une patiente et d'un médecin a permis de mettre en lumière les premiers éléments qui allaient bouleverser ce qui était imaginé autour des maladies. Depuis leurs identifications, si les connaissances sur les maladies à prions ont grandement progressé, à l'heure actuelle, il n'est toujours pas possible de guérir de ces maladies, et les mécanismes de ces pathologies recèlent encore de très nombreux mystères. C'est grâce au travail combiné mêlant scientifiques, malades et médecins que des avancées pourront être réalisées. Mais pour ce faire, comme pour toute recherche, il faut du temps, mais aussi et surtout de l'argent. Ainsi, cet épisode a été réalisé dans le cadre du Podcaston, un événement caritatif auquel plusieurs centaines de podcasteuses et podcasteurs participent afin de mettre en lumière une association ou un organisme dans le but de récolter des dons pour leurs actions. Par cet épisode, j'ai souhaité vous parler de l'Institut du cerveau, un centre de recherche scientifique et médical dédié à l'étude du cerveau et à la découverte de nouveaux traitements pour les maladies du système nerveux, dont une des équipes travaille sur les mécanismes impliqués dans l'initiation et la progression des maladies à prions. Pour les y aider, vous pouvez faire un don. Pour tout savoir de leurs actions et ou pour les soutenir, rendez-vous sur le site institutducerveau.org. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Maladie à prions, maladie de Creutzfeldt-Jakob ». Il est écrit par l'équipe de rédaction de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, en collaboration avec Stéphane Haïk. Et il est à retrouver sur le site inserm.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de comment l'histoire d'une patiente peut permettre de révéler l'existence d'une maladie jusqu'alors non identifiée. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 47 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir l'histoire de la rencontre entre Auguste Deter et Alois Alzheimer qui a permis de mettre en lumière la maladie d'Alzheimer. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont eux aussi dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente au total plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, s'il vous reste quelques euros après avoir donné à l'Institut du cerveau, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel
ou mensuel sur la page de financement du podcast, dont le lien est dans la description de l'épisode. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.